Il existe des secrets que l'histoire a tenté d'effacer, des vérités si dérangeantes que pendant des siècles, elles ont été déguisées en coutumes, en célébrations, voire en remèdes. Mais sous ce masque bienveillant se cache quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à voir. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers des temples antiques, des banquets royaux, des rites spirituels et des expériences scientifiques, tout cela pour vous permettre de découvrir ce qu'est réellement l'alcool. Et je vous préviens, une fois que vous aurez entendu cela, vous ne le verrez plus jamais comme avant. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a cherché à modifier sa perception. Chamans, rois et marchands ont échangé des substances promettant d'ouvrir l'esprit ou de soulager la douleur. Parmi elles, l'alcool a gagné une place privilégiée, facile à produire, socialement acceptée et dotée du pouvoir subtil d'apaiser l'âme pendant que l'esprit se croit éveillé. Dans les civilisations les plus anciennes, l'alcool n'était pas considéré comme une simple boisson. C'était un élément de rituel, un pont vers les dieux et parfois une arme politique pour contrôler des peuples entiers. Son histoire n'est pas seulement celle d'un liquide fermenté, mais celle d'un outil utilisé à la fois pour élever et soumettre. Aujourd'hui, nous allons démanteler, pièce par pièce, ce mythe culturel qui le dépeint comme un symbole de joie et d'unité, et nous allons explorer sa dimension spirituelle, où ses effets transcendent le physique et touchent au plus profond de l'être. Pour comprendre le rôle caché de l'alcool dans notre histoire, il faut remonter bien loin, bien avant l'existence des bars, des boîtes de nuit et même du mot boisson au sens moderne du terme. Nous parlons d'une époque où les humains commençaient à domestiquer la terre, à bâtir des villages et à former les premières civilisations. C'est là, lors de cette transition des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés agricoles, que l'alcool a commencé à occuper une place unique. L'une des premières traces documentées se trouve dans l'Égypte antique. Là-bas, la bière n'était pas un simple passe-temps, elle faisait partie intégrante de l'économie. Les ouvriers qui construisaient les pyramides recevaient des rations quotidiennes de pain et de bière en guise de salaire, et ce n'était pas un luxe, mais un système soigneusement pensé. Un estomac plein et un esprit doucement bercé étaient plus faciles à gérer qu'un peuple affamé à l'esprit agité. Les pharaons savaient quelque chose que de nombreux dirigeants ultérieurs comprendraient également. Lorsque les gens sont apparemment heureux, leur capacité à se remettre en question est diminuée. Dans la Grèce classique, le vin occupait une place quasi sacrée. Ce n'était pas simplement une boisson, elle était liée à Dionysos, dieu de la folie, de l'extase et de la fertilité. Lors de leurs fêtes, appelées bacchanales ou dionysiaques, la perte de contrôle était délibérément recherchée. Plus les sens s'obscurcissaient, plus ils se croyaient proches du divin. L'extase n'était pas un accident, c'était le but rituel. Cependant, tous les Grecs ne voyaient pas le vin d'un bon œil. Des philosophes comme Socrate et Platon mettaient en garde contre l'excès d'alcool qui éloignait l'homme de la raison, la vertu qu'ils considéraient comme l'essence de l'humanité. Parallèlement, dans les anciens territoires des Amériques, bien avant l'arrivée des Européens, les cultures autochtones préparaient déjà des boissons fermentées à base de maïs, de manioc ou de fruits. Dans les Andes, par exemple, les peuples pré-incas préparaient la chicha lors de cérémonies agricoles et de fêtes religieuses. En Mésoamérique, les Mayas et les Aztèques utilisaient des boissons comme le balché et le pulque dans des contextes sacrés. Mais il y avait ici une différence cruciale, leur consommation était réglementée par des règles strictes, tout le monde ne pouvait pas boire et à tout moment. Souvent, avant de participer à ces rituels, il fallait jeûner, se purifier ou méditer. L'alcool n'était pas une échappatoire au quotidien, mais un outil maîtrisé associé à un moment précis et significatif. On observe un phénomène similaire en Asie. En Chine, des récipients vieux de plus de 9000 ans ont été retrouvés avec des résidus de boissons fermentées à base de riz, de miel et de fruits. Les textes chinois anciens parlaient de l'alcool comme d'un don des dieux à consommer avec modération. Le philosophe Confucius recommandait de boire jusqu'à ce que le cœur soit heureux, mais jamais au point de perdre le contrôle. Dans l'Inde védique, le soma, bien qu'il ne s'agisse pas d'alcool mais d'une autre substance psychoactive, remplissait une fonction spirituelle similaire, ouvrir la perception pour se connecter au sacré. La différence entre usage sacré et abus quotidien était déjà claire pour eux. Au fil des siècles, cependant, quelque chose a changé. L'alcool n'était plus lié au temple, aux rituels et aux règles spirituelles. Il quittait les mains des prêtres et des chamans pour devenir un produit de consommation constante. Ce qui avait été autrefois la clé pour accéder à des moments exceptionnels s'est transformé en une porte grande ouverte, par laquelle sont entrées à la fois la fête et la dépendance. À cet instant, l'alcool a cessé d'être un symbole sacré pour devenir une chaîne invisible qui s'éternisait sans que personne ne s'en aperçoive. Si l'on examine l'histoire de plus près, le schéma se répète sans cesse.
L'alcool n'a pas seulement accompagné les célébrations, mais aussi constitué une ressource stratégique pour les détenteurs du pouvoir. Il ne s'agit pas de conspiration moderne sans fondement, mais plutôt d'un phénomène visible dans différentes cultures et époques. Dans l'Europe médiévale, par exemple, l'eau n'était pas toujours potable. Les villes se développaient rapidement, dépourvues de systèmes d'assainissement efficaces, et les sources d'eau étaient facilement contaminées. Dans ce contexte, la bière et le vin, grâce à des processus de fermentation, sont devenus des options plus sûres que l'eau. Mais voici le point intéressant, cela signifiait que la plupart de la population passait ses journées dans une légère ivresse. Pas au point de s'effondrer, mais suffisamment pour vivre avec un esprit plus lent et plus docile. C'était une ivresse constante, acceptée comme faisant partie intégrante du quotidien. L'Empire britannique a poussé cette stratégie à un niveau supérieur lors de la colonisation. Dans des pays comme l'Inde et l'Afrique, l'alcool importé était distribué à grande échelle, souvent à des prix artificiellement bas. C'était un produit nouveau pour diverses communautés et, au fil du temps, sa consommation a transformé des coutumes, des économies et des structures sociales entières. Une population divertie et apathique est beaucoup moins susceptible de se rebeller contre un système injuste. Dans les Amériques, après l'arrivée des Européens, l'alcool est devenu une monnaie d'échange avec les peuples autochtones. Des documents de l'époque montrent comment les commerçants et les colons offraient de l'alcool en échange de fourrures, de terres, voire de main-d'œuvre. Le résultat fut dévastateur, des communautés entières, qui n'avaient jamais été en contact prolongé avec l'alcool, commencèrent à en subir les effets destructeurs, tant physiques que culturels. Même plus récemment, on trouve des exemples curieux. Pendant la prohibition aux États-Unis, l'objectif officiel était d'éradiquer l'alcool pour protéger les mœurs et réduire la criminalité. Cependant, le commerce s'est déplacé vers le crime organisé, créant des réseaux de contrebande souvent liés à des intérêts politiques et policiers. L'alcool n'a pas disparu, il a simplement changé de main et de prix. Et dans ce changement, ceux qui contrôlaient sa distribution pouvaient décider qui y avait accès, quand et dans quelles conditions. Mais au-delà du politique et de l'économique, le contrôle le plus subtil et le plus puissant est celui exercé sur la conscience. Un esprit qui s'endort régulièrement a moins de place pour questionner, créer, se rebeller. C'est comme si un voile invisible recouvrait la perception, atténuant le volume des alarmes internes qui nous avertissent lorsque quelque chose ne va pas. Ainsi, l'alcool cesse d'être une simple boisson et devient un outil silencieux pour façonner les sociétés. Au-delà de ses conséquences physiques, l'alcool exerce un effet silencieux mais profond sur notre essence profonde, notre esprit et notre énergie intérieure. Lorsque nous en consommons, nous altérons non seulement les processus chimiques, mais aussi notre capacité à percevoir, à nous connecter et à nous projeter. Sur le plan neurologique, l'alcool agit comme un dépresseur du système nerveux central. Cela signifie qu'il ralentit la communication entre les neurones, affectant des fonctions telles que la mémoire, le jugement et le contrôle des impulsions. Bien que beaucoup l'associent à une sensation initiale d'euphorie ou de détente, il s'agit en réalité d'une déconnexion progressive de certaines zones cérébrales responsables de l'évaluation des risques et du maintien de la lucidité. C'est comme si notre esprit, normalement alerte et capable d'analyse, commençait à fonctionner avec des filtres brouillés. Mais l'effet ne s'arrête pas au niveau physique. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le corps n'est pas seulement matière, c'est aussi un champ énergétique. Ce champ est considéré comme une antenne qui capte et transmet les informations, les émotions et les vibrations. Lorsque l'alcool pénètre dans le corps, il altère cette fréquence naturelle. Certaines cultures disent que c'est comme ouvrir la porte de sa maison et la laisser entrouverte, on ne sait pas qui ou quoi pourrait entrer. Dans les contextes chamaniques, par exemple, il est reconnu que certaines plantes ou substances peuvent ouvrir des portes de perception, mais toujours sous la conduite d'un rituel et avec une intention claire. L'alcool, en revanche, est une porte incontrôlée, il ouvre mais ne protège pas. D'un point de vue psychologique, il existe également un phénomène curieux. L'alcool a tendance à étouffer la voix de la conscience, celle qui nous rappelle ce qui est juste ou nous avertit d'une erreur. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes, sous son influence, prennent des décisions qu'elles n'envisageraient jamais à jeun. La voix intérieure ne disparaît pas, mais son volume diminue, nous laissant naviguant dans un brouillard dont les conséquences semblent lointaines ou sans importance. Historiquement, cette altération de la conscience a été utilisée rituellement et aussi comme une forme de déconnexion.
Dans certaines communautés autochtones, avant l'arrivée massive de l'alcool européen, des boissons fermentées à faible teneur en alcool existaient et étaient utilisées lors de cérémonies très spécifiques. Leur consommation n'était pas récréative, mais symbolique et était encadrée par des règles strictes. La consommation excessive n'était pas tolérée car il était entendu qu'une ivresse prolongée affaiblissait le lien entre la personne et le grand esprit ou la force créatrice. Dans la vie moderne, cependant, la banalisation de la consommation d'alcool a conduit de nombreuses personnes à vivre dans un cycle de déconnexion intermittente. On l'utilise pour se détendre après une dure journée, pour briser la glace dans les interactions sociales ou pour oublier les soucis. Mais chaque verre, répété encore et encore, crée une habitude, se déconnecter de soi-même au lieu d'apprendre à affronter ses émotions. En bref, l'impact de l'alcool sur l'esprit et l'âme ne se limite pas à une ivresse passagère. C'est un changement subtil mais constant dans notre façon de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde et l'invisible. Et c'est peut-être là son effet le plus puissant et le plus dangereux. Imaginez un jeune homme nommé Daniel. À seulement 18 ans, il commença à boire uniquement le week-end avec ses amis du quartier. À cette époque, les rencontres étaient simples, musique forte, blagues plus drôles, un verre à la main, et cette illusion que l'alcool le rendait plus extraverti, plus lui-même. Cela faisait, comme il le disait, participer au plaisir. Au début, personne, pas même lui, ne voyait le danger. Mais le temps a la faculté de révéler silencieusement les conséquences. Ce qui avait commencé par quelques bières le samedi s'étendit bientôt au vendredi, puis parfois aussi le jeudi, pour se détendre après le travail. En moins de 2 ans, Daniel découvrit quelque chose de troublant. Sans alcool, il se sentait morne, anxieux, déconnecté. C'était comme s'il lui manquait l'étincelle pour socialiser ou même se sentir bien dans sa peau. Ce qu'il ignorait, c'est que son cerveau s'était déjà adapté à cette substance. L'alchimie de son bonheur, de sa sécurité, de sa confiance ne venait plus de lui, mais d'une bouteille. Il y a aussi le cas de Maria, mère célibataire de 2 enfants. Elle n'était pas une buveuse habituelle. Pendant des années, elle a à peine touché à l'alcool lors des fêtes de famille. Mais la vie, avec ses hauts et ses bas et ses pressions, l'a poussée à chercher une échappatoire dans ces moments de stress. Quand les factures s'accumulaient, que le travail devenait insupportable ou que la solitude pesait plus que d'habitude, elle se tournait vers un verre de vin le soir. Et au début, ça a fonctionné, cela l'a aidé à se détendre, à arrêter de penser, à dormir. Le problème, c'est que ce soulagement momentané a eu un prix, des disputes inutiles avec ses enfants, des journées à se sentir vidé de son énergie et un sentiment croissant de déconnexion avec tout ce qu'elle aimait vraiment. Son refuge a commencé à se transformer en prison invisible. Et toutes les histoires ne sont pas individuelles. Il existe aussi une histoire collective qui illustre comment l'alcool peut imprégner la vie de toute une communauté. Dans une petite ville agricole, une grande brasserie est arrivée avec des promesses d'emploi, de développement et de modernisation. Au début, la communauté s'est réjouie de la nouvelle, plus d'emplois, plus d'activités économiques, plus de mouvements dans les rues. Des événements sponsorisés par l'entreprise ont envahi la place principale et tout le monde semblait y gagner. Mais en quelques années, quelque chose a changé. Les bagarres lors des fêtes, les accidents de la route et les cas de violence domestique ont augmenté. Les statistiques officielles ont commencé à en témoigner, mais le sujet est devenu tabou car l'alcool fait partie de notre culture. C'était comme si, simplement parce qu'il était socialement accepté, personne n'osait signaler que quelque chose n'allait pas. Ces exemples, ceux de Daniel, Maria et de la ville, ne visent pas à diaboliser ceux qui boivent. Ils visent à montrer comment l'alcool, une fois normalisé, s'infiltre silencieusement dans la vie jusqu'à ne plus sembler être un problème, même lorsqu'il l'est déjà. Et le plus inquiétant, c'est que cette normalisation peut se produire n'importe où, dans les grandes villes, dans les petites communautés, dans des familles apparemment soudées et même parmi des personnes que nous n'aurions jamais imaginées. L'histoire, dans tous les cas, se répète avec une leçon claire. Ce qui commence comme une habitude occasionnelle peut devenir, sans que nous nous en rendions compte, un compagnon constant et pas toujours pour le meilleur. Après tout ce que nous avons exploré, d'un point de vue spirituel, scientifique et social, la question la plus importante n'est pas de savoir si l'alcool est bon ou mauvais. C'est un piège dans lequel nous tombons souvent, chercher des réponses absolues à des questions complexes. La vraie question est bien plus profonde, à qui profite réellement la consommation massive d'alcool ?
Lorsqu'une substance réduit votre lucidité, émousse votre volonté et brise le lien avec votre propre essence, il est difficile d'imaginer que cela joue en votre faveur. Car la lucidité ne vous aide pas seulement à prendre de meilleures décisions, elle vous rend aussi moins manipulable. Et un être humain moins manipulable n'est pas toujours pratique pour certains systèmes qui prospèrent sur la confusion et la distraction collective. Regardez autour de vous, des campagnes publicitaires clinquantes associent la boisson à la joie, au succès et à la liberté. Fêtes, sport, réunions de famille, l'alcool est là, tel un invité d'honneur que personne ne remet en question. Et pendant ce temps, les conséquences, des problèmes de santé aux ruptures familiales, semblent être reléguées au rang d'inévitable ou de malchance. Et si ce n'était pas une coïncidence, et si cette normalisation servait à maintenir une société plus docile, plus engourdie, plus préoccupée par la fuite que par le réveil, ceci n'est pas un appel à vivre dans la peur. La peur paralyse et ce n'est pas ce que nous recherchons ici. C'est un appel à vivre éveillé, à affronter ce qu'on nous a toujours dit être normal et à nous demander normal pour qui et à quel prix. Car notre conscience est un trésor, et chaque instant passé à l'engourdir est un instant que nous ne retrouverons jamais. Le véritable secret de l'alcool, celui qui est resté caché pendant des siècles, n'est peut-être pas écrit dans des documents classifiés ou des théories du complot aux allures de science-fiction. La conspiration la plus dangereuse est peut-être celle que nous construisons nous-mêmes, la conspiration silencieuse de l'habitude, de la résignation, de la croyance que les choses sont ainsi. C'est ce murmure intérieur qui nous dit « un de plus ne fait pas de mal », tandis que goutte à goutte, quelque chose en nous s'efface. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à un exercice simple mais puissant, regardez-vous dans le miroir. Observez votre regard. Demandez-vous avec une honnêteté brutale, quelle version de moi-même est-ce que je veux cultiver ? La version qui a constamment besoin de s'échapper ou celle qui est prête à s'éveiller, même si cela fait mal au début? Le changement ne commence pas par de grands mouvements sociaux ou des lois qui interdisent tout, il commence par un moment de lucidité personnelle, dans la décision de placer votre bien-être, votre lucidité et votre liberté au-dessus de toute habitude héritée. Car lorsqu'une personne s'éveille, elle en inspire une autre, et ainsi silencieusement mais irrésistiblement, un éveil individuel devient un éveil collectif. Si ce message vous a interpellé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin, parce que parfois, une simple conversation peut faire naître une étincelle qui change une vie.